Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King and the G, épisode 7 avec le King Fernand Lopez. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour Guillaume, je vais bien, merci. Eh ben formidable. Alors là, septième épisode. Donc, on va tout d'abord commencer bien évidemment par le petit récap de l'UFC 259. Yann Blachowicz contre Israël Adesanya. Si vous êtes passionné bien évidemment de MMA et du UFC, vous pouviez aller sur le compte Twitter de Fernand Lopez en direct. Eh bien, il égayait la carte de ses commentaires toujours plus précis. Et donc, notre pronostic est tombé à l'eau, puisque Yann Blachowicz s'est imposé, somme toute, assez tranquillement par décision unanime face à Israël Adesanya. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il a fait quelque chose auquel personne finalement ne pouvait s'attendre quant au déroulé du combat. Il a outstriké Israël Adesanya et emmené le combat où il le souhaitait dans la fin, donc à savoir vers la fin du combat, quatrième et cinquième round, avec ses mises au sol. Attention, il a outstriké, il ne faut pas non plus abuser. Il a, euh, sur les statistiques, Oui, outstriké. C'est oui, différent. oui, oui, sur C'est-à-dire les que statistiques à il, outstrike, oui. il n'a pas été le meilleur striker. Il n'a pas été meilleur striker que Israël Adesanya, mais il a été meilleur en termes de chiffres. C'est-à-dire que Complètement. les chiffres étaient, je crois, 107 pour Yann Blachowicz. Blachowicz. Alors, même des chiffres et tout, le meilleur a gagné. Le meilleur, il a donné le meilleur. Il a fait 3 amenés au sol. Il a été beaucoup plus efficace. Il n'y a rien à dire. Il a été. Avant, la performance est outrageante quand on voit de qui on parle et d'où il part. Enfin, on parle d'un mec qui était sur le point d'être viré de l'UFC. On En parle d'un mec. 2017. Voilà, on parle d'un mec qui c'était une vraie catastrophe dans sa carrière et qui finalement est aujourd'hui, sera aujourd'hui classé dans le pan je pense qu'aujourd'hui c'est mardi, donc il sera classé, le classement va l'intégrer finalement dans le pan for pan, ce qui est incroyable quand même d'entrer dans le top 10 des meilleurs combattants du monde pour Yann Blachowicz, c'était incroyable. Il a fait ce qu'il fallait et aujourd'hui, je pense que le classement de l'UFC va sortir. Celui de Sherdog est sorti en tout cas. Sherdog a fait un classement pound for pound et Israël Adesanya. Non, non. Johan Blachowicz a gagné 3 places. Israël Adesanya en a perdu 3. Ça prouve aussi quelque chose, c'est que il n'est jamais difficile, il n'est jamais facile même pour les meilleurs strikers comme Adesanya d'aller striker contre des personnes qui frappent lourdement. C'est-à-dire qu'on a eu un peu la confrontation entre Cyril Gann et puis Rosenstrike, et c'est un peu le même format où finalement, au début, il y avait beaucoup de respect de la part de Rosenstrike, et puis finalement, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait toucher lourdement et ébranler, même s'il n'était pas secoué, même s'il n'était pas blessé, il était quand même ébranlé par le poids. On a vu tout de suite il y avait plus de respect et il a commencé à lui avancer dessus et aller le ceinturer pour l'amener au sol éventuellement. Donc voilà, en termes de chiffres, c'est incroyable. Hein. C'est qu'il faut se rendre compte que euh, Israël Adesanya, sur les chiffres que j'ai contre Yann Blachowicz, il a fait 13 coups sur le premier, 21 sur le deuxième, 22 sur le troisième, 11 et 12 sur les 2 derniers, c'est juste incroyable. Hein. C'est que même contre comme Romero, il a fait, c'était à peu près le même chiffre. On était sur 2 sur le premier, 11, 12, 12, 11. Enfin, c'est dire combien de fois il a été moins offensif finalement parce qu'il y a un danger et que aller s'amuser avec des mecs qui frappent lourd, ça peut coûter cher. Donc voilà pour Israël Adesanya. Maintenant qui va retourner aux affaires courantes chez les middleweight de son côté, Yann Blachowicz, qui devrait affronter Glover Teixeira lors de son retour. Et là, je pense que les gens ont besoin de ton avis sur l'énorme polémique de cette UFC 259. C'est Yann qui a perdu sa ceinture face à Aljamain Sterling après un Mhm. coup interdit. Est-ce que pour toi, justement, d'un point de vue de coach, l'avant-combat qui est si important, où justement il y a l'arbitre qui vient, qui vous explique un petit peu les règles et toi qui dois être un peu vigilant en tout temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, on va dire, d'erreur de ce type, est-ce que toi tu comprends un peu ce qui s'est passé dans ce combat-là? Parce qu'on a vraiment l'impression pour le coup que Yann a demandé à son corner et qu'ils étaient OK, OK, vas-y. Ce qui s'est passé dans le coin de Yann, c'est autre chose. Il y a eu une confusion, c'est sûr. Enfin, euh, je salue beaucoup Yann qui a
protéger son coin parce que très clairement, son coin a dit, l'un de ses gars a dit, vas-y, et il a apprécié après la frappe, il a dit yes, yes, yes. C'est clair, c'est limpide. Et Yann, à l'interview, il a été le même, il n'a pas changé. Pourtant, tout est enregistré, on le sait. Il a dit non, il n'y a personne qui m'a dit de frapper, c'est juste que j'ai été un peu confus, c'est juste que j'ai machin. Voilà, c'est à ça lui. Est-ce que la décision était juste? Pour moi, elle est parfaitement juste. C'est simple. Je pense que l'arbitre a fait une très grosse faute de discuter et de demander l'avis à Aljamain s'il veut continuer le combat. Il n'y avait aucun doute. Les gars se rapprochent. Aljamain est à genoux. L'arbitre annonce en prévention, attention, adversaire à genoux. Donc, c'est clair, il est au sol. Et à ce moment, Yann va quand même hésiter. C'est encore une fois de plus, c'est important d'écouter chaque fois et de réviser chaque fois avant les combats parce que des fois, on peut oublier qui aurait pu imaginer qu'un athlète qui arrive au niveau de la ceinture mondiale de l'UFC pourrait avoir un doute sur la nature de 3 points ou 4 appuis ou 3 points au sol sur un adversaire au sol. Bon, bref, il décoche son coup de genou de manière claire et limpide. Enfin, en termes, il y a le calme normal. C'est une grosse faute. Quand il y a faute, il y a tout de suite une sanction. C'est la disqualification. C'est-à-dire que dans les règles du B.A.B.A. du MMA, il y a plusieurs manières de gagner un combat. Il y a la victoire par KO, la victoire par TKO, la victoire par soumission et la victoire par DQ, disqualification. C'est une victoire correcte, limpide. On ne devrait même pas en avoir honte. C'est pour ça que sur ma deuxième phase de la discussion, je vais dire que je ne comprends pas pourquoi il a fait la comédie. Parce que si les gens hésitent encore de savoir s'il a fait la comédie ou pas, c'est simple. Prenez au hasard 5 personnes qui ont été KO à l'UFC et allez checker si ces personnes réagissent comme Aljamain a réagi. Personne ne réagit de cette manière. Ce n'est pas possible. C'est trop, c'est à l'excès. On est KO, on n'est pas handicapé. On n'a pas besoin d'être soutenu. On n'a pas besoin de... Très clairement, il a fait un bon calcul. Je l'ai déjà fait. Je l'avoue, il y a certains qui ne vont pas l'avouer, mais je l'ai déjà fait. Je suis à la fois entraîneur et manager. En tant qu'entraîneur, il y a la performance, il y a la santé que je prends en compte, mais en plus encore, en tant que manager, je fais des calculs super rapides. En 2010, quand Thierry Ramos-Soukudjou a combattu à Abu Dhabi sur le tournoi à 1 million de dirhams, j'étais son coach. Il fait un combat difficile. Il est dominé par Dave Herman. À un moment donné, sur le deuxième round, je crois, il est à genoux. La même configuration, il se prend 3 genoux enchaînés à la tête. Clairement. Au moment où le gars termine ses 3 genoux, il sait qu'il a fauté, il met les mains sur la tête. Il sait qu'il est dans la merde. OK? À ce moment-là, il y a Thierry Ramos-Soukudjou qui n'est pas complètement KO et qui veut se relever. Il est un peu sonné, ébranlé, mais il n'est pas KO. Et je lui dis en une langue que personne ne comprend à ce moment-là, puisqu'il est camerounais et que j'utilise le franco-camerounais, et je lui dis, reste couché. Reste couché. Ce n'est pas de la triche, ce sont les règles du jeu. Clairement, il y a une manière de gagner. S'il y a quelqu'un qui était capable de vous pousser à perdre votre sang-froid au point de faire quelque chose qui vous disqualifierait, on considère qu'il est intelligent et qu'il a pu faire gagner le combat. C'est ce côté-là dont je parle souvent d'un coach qui doit être comme l'avocat de ses athlètes et se débrouiller qu'il gagne tant que c'est dans les règles du jeu. Et donc, Aljamain, il a gagné, il a mérité sa ceinture, il n'a pas à avoir honte. Où il déconne, c'est quand il fait de la comédie parce que ça se sait, on le sent, on a vu des gens KO, on a vu des centaines de gens KO, on n'a jamais vu quelqu'un réagir de cette manière-là. Donc, effectivement, ceinture méritée. Dans 2 ans, on ne se souviendra plus comment il a gagné sa ceinture, on se souviendra de Aljamain champion. Et en plus, quand je vous parlais de calcul rapide du manager, il faut comprendre un peu le truc. Aljamain combat pour la ceinture. Quand il combat pour la ceinture, il a probablement touché $500,000.
La première défense de ceinture, c'est 600 000 $ plus des points de pay-per-view. Probablement 1 point ou 2 points. Imaginons qu'il ait juste 1 point et que sur le prochain pay-per-view, il fasse 700 000 ventes de pay-per-view. Aljamain aura touché combien? 700 000 $. 700 000 $ en plus des 600 000 $ qu'il a déjà d'office, ça lui fait 1,3 million. Donc, vous ne pouvez pas aller sous-estimer ce compte-là. Aljamain, en choisissant de ne pas continuer le combat, vient de s'assurer que, il a la carte de visite des champions du monde de l'UFC. 2, il a l'assurance que son prochain combat sera une défense de ceinture. Donc, assurer déjà 600 000 $. En plus de ça, il garantit qu'avec le point de pay-per-view, il gagne plus. Voilà. Calcul logique de la part d'Aljamain Sterling sur le reste de la carte avant d'avancer à la suite, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un combattant, une performance qui t'a particulièrement impressionné, un ou une combattante d'ailleurs? La côte. Amanda Nunes, voilà, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Simplement, c'est difficile parce que, Dana White a annoncé qu'il ne souhaitait pas fermer la catégorie, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. J'espère qu'il va trouver un moyen de faire venir Kayla Harrison. Voilà. Clarissa Harrison aussi, elle a d'ailleurs été vocale hier. Elle a dit qu'elle pensait que on ne peut pas dire d'Amanda Nunes qu'elle est pound for pound parce que pour le moment, elle n'est pas coach parce qu'elle est dans un domaine qui est le MMA et Clarisse est coach dans un domaine qui est la boxe. Et tant que les deux ne se sont pas croisés, et elle a dit, moi, je fais mon premier pas dans un mois, mon premier combat de MMA, et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je croise le chemin de Amanda Nunes. Donc, clairement, il y a eu un drop name sur Amanda Nunes et j'espère que le combat va se faire à un moment donné parce que clairement, chez les femmes, il n'y a plus grand-chose. Ça va être difficile. La seule personne qui a battu Amanda Nunes il y a 12 combats, elle est sur 12 victoires consécutives, c'était Kat Zingano qui est maintenant au Bellator. Donc, si tu veux, ça va être difficile d'aller trouver la seule personne aussi, l'une des personnes qui aurait pu battre Nunes en match de revanche, ça aurait été Chris Cyborg, mais qui n'arrangeait pas trop les business de l'UFC et on l'a laissé partir au Bellator. Donc, ça va être compliqué de trouver quelqu'un, en tout cas dans cette catégorie-là, pour aller relever le défi. Bon, voilà, super performance d'Amanda Nunes. Pour ma part, j'étais très impressionné par Islam Makhachev contre Drew Dober. Là, vraiment, je pense qu'il a encore passé un cap et avec une prise de risque justement réduite dans les futurs joutes qui vont arriver pour lui chez les lightweight. Alors, mon cher Fernand, maintenant, le gros sujet du jour, de la semaine, c'est le dopage en MMA. Souvenez-vous, quand on revient un petit peu dans le temps, Fernand avait fait son top 5 parce qu'il répond à vos questions comme chaque semaine. Vous posez votre question en commentaire et il y répond la semaine d'après. Donc la question, c'était quel est le top 5 des GOAT de Fernand Lopez? Et malheur, au grand malheur, John Jones était au sommet. Donc pour certains, avec tout ce qui s'est passé autour du dopage de John Jones, souvenez-vous les picogrammes et tout ça, forcément, c'était un petit peu bizarre. Et donc, énormément de personnes avaient dit, Fernand, que penses-tu du dopage en MMA dans le sport en général? Donc là, on va commencer déjà par une première question. Toi, j'imagine que tu as été confronté au dopage en tant qu'athlète face à des adversaires et depuis en tant qu'entraîneur-manager avec certains de tes athlètes qui peut-être se laissent tenter ou se posent la question. Donc toi déjà, comment est-ce que tu réagis avec ça, sachant que, point important, aujourd'hui, je crois que seul l'UFC, dans les organisations majeures, a vraiment un programme établi antidopage avec une organisation, donc l'USADA, l'organisation antidopage américaine, tout simplement. Absolument. Comment je réagis au dopage? Je n'ai pas la preuve d'avoir été confronté durant ma carrière contre un adversaire qui était dopé. C'est très important de ramener les choses au clair. Il y a beaucoup de personnes qui ont la parole et qui ont la tribune et qui se permettent de dire que tout le monde est dopé tout le temps. Tout le monde à l'UFC n'est pas dopé. Ce n'est pas possible. On va reparler du ZADA tout à l'heure. Vous allez rendre compte que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dopé. C'est difficile de passer les filets, les mailles du filet. Maintenant, personnellement, en tant qu'athlète, je n'ai jamais utilisé un produit qui puisse améliorer ma performance, un produit dopant, simplement. En tant qu'entraîneur, j'ai fait face à des personnes. Il est arrivé que j'ai sur mon chemin des personnes
sur une poignée de la main, enfin, je crois qu'on peut compter sur le doigt d'une main, dopés. Des personnes qui, en tout cas, avaient l'utilisation des produits qui pouvaient changer, enfin, des produits interdits, sur la liste de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, en tout cas. Et puis, bah, je prenais la décision soit de m'en séparer parce que c'était impossible d'arrêter, soit de conseiller fortement et de les amener vers quelque chose vers un sévrage. Je suis, d'ailleurs, l'OMMA Factory est, à ma connaissance, la seule salle de sport qui ait été testée de manière globale 4 fois. L'AFLD, l'Agence française de lutte antidopage, est passée chez nous de manière aléatoire 4 fois. La première fois, ça a été une grosse guerre, parce qu'à l'époque, le MMA était encore illégal. Et du coup, on a eu, ils sont venus sur des cours de pros, justement, pour choper des pros et faire tester les gars. Je me rappelle, à l'époque, ils avaient carrément des noms. Quand les absents, ils les appelaient. Ils disaient, bon, là, on ne voit pas Christian Pombou, il est où? Est-ce que vous pouvez le faire venir? Je me rappelle avoir appelé tonton de chez lui pour qu'il vienne à la salle. Et je lui dis, viens, il y a un contrôle de dopage qui veut te voir. Et les mecs, ils me criaient dessus en mode, non, vous gâchez le protocole et tout, vous ne devrez pas lui dire, ça doit être une surprise. Je dis, mais vous êtes sérieux? Dites-moi qu'est-ce qu'il aurait pris comme masquant entre 30 minutes et maintenant, entre son départ de la maison et maintenant, je ne vais pas mentir et trahir une amitié en disant à la personne, viens, j'ai une surprise d'anniversaire pour toi, et puis tu arrives à la salle et tu trouves un contrôle antidopage. Donc, j'avais la sincérité d'appeler chacun des gars. Les gars disaient, on n'a pas à se soumettre au contrôle antidopage, on ne vous doit rien, on n'est pas reconnu. La sanction, si on est dopé, vous allez faire quoi? Vous allez nous interdire de combattre. Il n'y a pas de combat en France de toutes les façons. Et je me rappelle à l'époque d'avoir pris les choses en main et de conseiller aux gars de justement se soumettre au contrôle antidopage pour montrer patte blanche. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai fait 2 formations gratuites à tous les coachs du MMA Factory 2 fois par an. Et sur ces 2 formations, on a très souvent l'AFD qui vient ajouter des compléments sur le dopage. Et on a donc de très bonnes relations avec l'Agence française antidopage. Donc, voilà ce qui me concerne personnellement. Je considère qu'effectivement, le dopage est une grosse riche. Je rappelle juste à ceux qui ont été offensés du fait que je puisse mettre John Jones comme étant le coach, que c'était mon modèle, mon coach à moi de ce qui m'a marqué comme performance. Ça, c'est personnel. Tu m'avais demandé ma liste de codes. Et j'ai donné ma liste de codes qui n'avait rien à voir avec tous les facteurs que les autres puissent mesurer. Je suis un grand amoureux de Georges Saint-Pierre. J'adore ce monsieur. J'aime ce qu'il fait. J'admire sa vie publique, ce qu'il fait chez lui, ce qu'il fait. Mais encore une fois de plus, en termes de ce qui m'a marqué dans le spectaculaire, dans la manière de faire l'OMMA, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Et je dis encore que c'est peut-être à tort, John Jones m'a marqué. Et j'ai justifié aussi en disant qu'il n'y a pas que le dopage qui ramène des tâches dans la vie des sportifs. Il y avait d'autres tâches, notamment celle de Connor qui vient lancer son caddie contre un bus, celle de Khabib qui saute et qui va attaquer le camp adverse. C'était un peu ça, les polémiques qui sont arrivées dessus. Mais en réalité, voilà. Maintenant, pour revenir sur USADA, parce que oui, en 2015, l'UFC a mis en place son partenariat avec l'USADA qui a été... il y a eu un avant, clairement, après USADA. Et surtout, je voulais revenir à ça, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'USADA, on sait qu'il y a des organisations, je ne vais pas dire qui font la promotion du dopage, mais au contraire, je vais dire que c'est peut-être un petit peu encouragé. Je pense notamment au KSW, où il y a certains spécimens qui sont assez particuliers.
À l'époque, il y avait le Pride FC où clairement c'était écrit, même sur les contrats, que non, rassurez-vous, vous ne serez pas testé. Et au contraire, des agences comme l'UFC qui là maintenant font un petit peu la guerre au dopage avec l'USADA. Et c'est pour ça que c'est assez particulier cette question du dopage, je trouve, à l'UFC, par rapport, enfin en MMA, pardon, par rapport à d'autres sports, c'est qu'il y a certaines organisations qui vont peut-être pousser leurs athlètes vers ce chemin-là et d'autres comme l'UFC qui veulent vraiment un sport clean. Donc t'as pas cette question de quand tu te dopes, tu es forcément un tricheur. Enfin, je veux dire globalement, sa fonction d'avec quel paradigme tu adoptes par rapport à cette stratégie-là. Parce que si tu es du côté du KSW ou du Rising, tu vas plutôt te dire, bon, c'est vrai que ça, je ne vais pas dire que ça ajoute au show, mais on se pose la question de se dire pourquoi est-ce que là-bas, c'est pas réprimandé. Il n'y a aucun doute, la triche, c'est réprimandé. La triche, elle est immorale. On le sait. Il n'y a pas, quel que soit Rising, KSW, ce que tu veux. C'est juste que le modèle économique fait que certains veulent miser sur le freak show de se dire, si j'ai des mecs énormes, immenses qui arrivent, comme Pujanovski qui vient, comme voilà, eux, c'est arrangeant pour eux parce que ça fait du spectacle. Ils se disent, ils s'alignent dessus. Du côté des États-Unis, ils ont choisi l'idée d'aller vers les Jeux olympiques. Suivre le mouvement olympique veut dire aller chercher à montrer qu'on a un sport clean. Moi, en tant que directeur sportif d'Ares, c'est la première des actions que j'ai faites en fait au Sénégal, à Dakar, sur le premier événement. J'ai tout de suite demandé à ce que ma collaboratrice Camille contacte l'Agence mondiale antidopage. D'ailleurs, j'ai contacté personnellement Jeff Nowitzki, qui est le directeur de l'USADA à l'UFC, et on a mis en place un protocole pour pouvoir avoir l'USADA sur Ares. On est toujours en train de travailler dessus, donc probablement sur le retour d'Ares, on aura USADA dessus. Mais comme le protocole était assez long, je suis passé par l'Agence mondiale antidopage qui mettait tout de suite à disposition des agents pour venir contrôler. Et donc, sur le premier événement d'Ares, on avait déjà tout de suite un contrôle. Parce que même si c'était très flippant de se dire que on a des personnes sur la carte qui ont ce qu'on appelle des éléments qui trompent en fait et qui vont vous faire croire que la personne est dopée. Je pense à Rugrug. Même si on avait Rugrug qui se disait ça peut être chaud, machin. Moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'on n'a pas la preuve, il ne faut pas accuser des gens. Il y a des gens qui, naturellement, sont encore monstrueux. Et Rugrug en a fait la preuve puisqu'il a été contrôlé à Dakar, au Sénégal, par l'AMA et il n'a pas été testé dopé. Donc, on a eu un contrôle sur l'organisation parce que nous, on cherche le label propre. Parce que ce label propre, aujourd'hui, vaut de l'or. Et puis, les organisations comme le Rising, comme le KSW cherchent un autre label parce qu'ils ont déjà ce qu'ils veulent. Ils ont les sous, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'être propres. Ils n'ont pas besoin du politiquement correct. Mais quand on a envie d'établir un événement ou une organisation à long terme qui puisse agir avec l'IMAF, avec le mouvement olympique, avec les États, on a besoin de montrer patte blanche. Et voilà pourquoi j'ai choisi, moi en tout cas, de tout de suite contacter l'AMA. Et donc, plus globalement, mon cher Fernand, concernant cette question du dopage, tu parlais justement de l'USADA, donc l'USADA avec l'UFC, qui a élevé le standard, mais c'est vrai qu'il y a quelques critiques envers l'USADA, je pense notamment à Georges Saint-Pierre, qui a dit que c'était simple justement de contrer l'USADA avec certains athlètes qui vont être tout simplement ceux qui sont en dehors d'Amérique du Nord, pour lesquels ce serait plus simple. Il y a aussi Yana Kunitskaya, combattante à l'UFC, qui elle a expliqué que quand elle était retournée en Russie pendant toute la période du confinement aux États-Unis lors de la première, on va dire, première vague globale en fait de coronavirus, il n'y avait eu aucun test et quand ils étaient revenus aux États-Unis, bah là directement ils s'étaient fait tester, donc ça s'était interrogé pour dire ah oui donc c'est ça le programme de lutte antidopage de l'USADA. Et donc toi comment ça se passe avec tes athlètes français justement pour par exemple Cyril Gane qui est élu à l'UFC, comment ça se passe avec l'USADA quand il est en France? Ça, c'est une grosse anecdote, ça, en fait. Ça, c'est que prendre des anecdotes pour raconter une histoire, ce n'est pas correct. Que Yana, elle dise, j'ai été en Russie, je n'ai pas été testé, je suis revenu aux États-Unis, ça ne veut rien dire. Le principe du ZADA, c'est justement de faire des tests aléatoires. On ne donne pas un programme aux gens en disant, on va te tester 12 fois l'année. On te dit, tu peux te tester à tout moment, à toute heure. Justement, ça fait partie de la dissuasion, de dire, tu peux être testé, mais ça ne veut pas dire, si tu n'es pas testé, ça veut dire que l'USADA ne fonctionne pas. C'est vraiment aléatoire.
le programme, le web art, donc où est-ce que tu te trouves, où ta localisation, c'est dessus que se base USADA. USADA est reconnu par le Congrès américain comme le seul organisme qui régit l'antidopage pour tous les Jeux, le mouvement olympique, para-olympique, panaméricain, tout ce qui est sport propre aux États-Unis, le Congrès l'a validé. C'est un organisme indépendant qui est géré par 9 dirigeants, 9 directeurs, sur lesquels il y a 5 qui viennent du monde non olympique et 4 qui sont du monde olympique. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'État ou avec les États-Unis. Dans le cas de ceux qui sont mes athlètes, ils ont toujours été testés de manière aléatoire, où qu'ils soient. Francis a été testé où, quel que soit le pays, aux États-Unis, France, Cameroun, peu importe où tu dis que tu es, puisqu'ils n'ont pas besoin de dépêcher des personnes qui travaillent sur Las Vegas. Ils n'ont pas, d'ailleurs, je dis, ils n'ont pas besoin de dépêcher des personnes qui travaillent sur je sais pas, sur le siège social. Ils collaborent avec l'AMA et l'AMA est dans tous les pays. Et donc, forcément, si tu es en France, il y a un mec de l'AFLD qui est l'agence française qui va venir chez toi te tester parce qu'elle a été missionnée par l'USADA. Et donc, c'est ça le programme. Et le Web App, c'est il faut que tu donnes ton emploi de temps trimestriel tous les 3 mois, tu remplis un document qui est assez précis sur ton emploi, mais complètement. Et quand un agent arrive à l'endroit où tu as dit que tu seras, tu as 2 heures pour te pointer. Il te passe des coups de fil. Si tu n'es pas là au bout de 2 heures, on considère que tu as été flagué. Il y a une alerte sur ton nom disant que tu as évité le contrôle. En cas de 3 alertes où tu n'es pas au contrôle, où tu devais être sur une année, tu es considéré comme étant positif. Dans le cas de Nassourdine, par exemple, récemment, Nassourdine a voyagé pour les États-Unis pour aller faire son combat à Vegas. Sauf qu'il a été précipité à la dernière minute parce qu'on devait finaliser son visa de travail, son P1 visa aux États-Unis. Et donc, il est parti précipité et il a essayé de mettre à jour sur son application USADA, son web app, de dire où il est localisé, où il sera pour modifier. Il n'a pas pu parce qu'il prenait l'avion, parce que l'application déconnait un peu et qu'il n'avait pas le bon réseau. Il y a eu un contrôle. Le lendemain du jour où il est parti, il a eu un contrôle sur Paris. On l'a cherché, il n'était pas là. J'ai dû, en tant que son manager, rédiger une tonne de documents, donner des billets d'avion, donner les justificatifs pour expliquer où il était. Il a été testé aux États-Unis, mais peu importe. Il a dit qu'il devait être chez lui en France. Il n'était pas à l'heure où l'agent est arrivé chez lui. Voilà comment ça se passe. Donc, Cyril Gann a déjà été testé en Vendée, testé à Paris, testé aux États-Unis, testé où que tu sois, tu es testé parce qu'on t'envoie du monde. C'est très difficile de tricher contre ça. C'est vraiment... Donc, évitons des anecdotes. Les mecs sont testés récemment, il y a déjà deux athlètes récemment. Cerrone, il avait eu comment dire, un trophée, un Teddy, une espèce de blouson que ça donne en fait à ceux qui ont été testés 50 fois et qui n'ont pas été, sans avoir jamais eu un problème et tout, un souci. Voilà, c'est un programme qui marche très bien et on a encore des personnes qui sont câblées à l'ancienne et qui disent juste ouais, mais il faut arrêter, tout le monde à l'UFC est dopé. Tu as vu comment ils font? Tu vois le cardio qu'ils ont? Ils font 5 rounds de 5 minutes. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est-à-dire que la gestion de l'effort fait à l'UFC est juste incroyable. Quand on mesure le temps d'entraînement et le temps de travail, quand on mesure le temps de combat d'un mec comme Cyril Gane, par exemple, mais vous allez voir qu'il y a un langage non verbal qui fait gagner terriblement de temps. Les fins je fais semblant, je vais mettre un genou, je vais mettre un middle, je gagne du temps. Le temps effectif fait que je fais 5 rounds de 5 minutes les doigts dans le nez parce que je sais gérer l'effort. Ce n'est pas un problème de cardio. Chez les amateurs qui se comparent aux professionnels et qui disent c'est impossible. Moi, je suis un mec, je travaille comme un fou, je m'entraîne et je n'arrive pas à avoir le type de performance que ces mecs ont à l'UFC. Détrompez-vous. Vous n'avez pas forcément un cardio qui est naze. Vous avez un problème de gestion d'effort. Et c'est cette gestion d'effort qu'on a chez les professionnels et qui donne l'impression qu'ils font des accélérations des fois et ensuite ça retombe et tout. Et ensuite ça contrôle et on a l'impression, mais c'est impossible. Comment ils font pour être dopés?
Eh oui, complètement. Mais après, là, moi, c'était plus globalement parce que c'est vrai que, on va dire, le programme USADA en tant que tel, moi, je suis particulièrement ravi de la mise en place par l'UFC. Surtout, rien que le fait, tu vois, de ceux qui vont éventuellement dire oui, l'USADA, tous des pourris. On voit qu'il y a un certain nombre de superstars qui, justement, ont été contrôlés positifs. Donc, rien que ça, quand on regarde les enjeux financiers qui sont absolument colossaux, ça montre bien que ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, je m'interrogeais surtout quand on a quelqu'un comme Georges Saint-Pierre qui, invité dans le podcast de Joe Rogan, qui est quand même, hein, jusqu'à preuve du contraire, le plus gros podcast au monde, explique, bah, c'est simple de tricher et de piéger un petit peu l'USADA parce que vous allez dire que vous êtes dans un pays au fin fond du fond où justement l'USADA ne peut pas envoyer d'agents. Moi, ça m'étonne un petit peu parce que quelqu'un qui a été si vocal pendant autant d'années face au contrôle antidopage qui dit ça, pour moi, tu sais, c'est un petit peu une bombe lâchée. Et quand Yana Kudinskaya explique qu'elle était aussi au fin fond de la Russie et qu'elle a vu personne, je me dis, on peut avoir, tu vois, certains pays qui sont en ou ça peut être, on va dire, tu es défavorisé par rapport au contrôle aléatoire. Parce que c'est vrai que tu es américain, tu habites à Los Angeles ou tu es à Paris en France, c'est beaucoup plus simple de te contrôler. Je pense, hein, que lorsque tu te retrouves au fin fond du Daghestan, par exemple, dans les montagnes, où là, ça va être un petit peu compliqué d'envoyer un agent USADA jusqu'à là-bas, ou même, je sais pas moi, au fin fond de la Tchétchénie, enfin, peu importe, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines localisations qui, je pense, sont un peu plus difficiles d'accès. Mais on fait comme on peut, c'est déjà pas mal. Ce que je veux Mmh. dire, c'est que vous êtes en train de blâmer une agence qui déjà met en place ce contrôle, qui le fait. On a des Jeux olympiques qui existent depuis la nuit. Le premier dopé, le premier cas de dopage était en 1865 à Amsterdam. On a le dopage qui existe depuis des années partout dans le monde. Les JO, c'est la foire au dopage. On a des dopages massifs de pays carrément. Mais OK, si on a des anecdotes de quelqu'un qui allait se cacher au fin fond, mon village natal ou le village de mes parents au Cameroun, ça s'appelle Ivodoula et tout, tu vas te cacher au fin fond et tout, et tu dis oui, je suis là-bas, tant mieux pour toi si tu peux. Oui, il y a quoi? Il y a 650 personnes qui sont sur le programme USADA et qui montrent patte blanche et tout. Mmh. S'il y a 5 personnes qui sont dans un petit village en Chine, l'autre dans un petit village, et alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi regarder toujours le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein? Le dopage aujourd'hui est simple et il est classifié. On sait vers où les gens vont. On sait qu'en général, dans un premier temps, c'est comme une espèce de Twingo que tu as, qui est une petite Twingo avec des pneus lisses, qui a un chauffeur qui est fatigué à l'intérieur, le chauffeur étant le cerveau. Et on sait que petit à petit, pour pouvoir, on te dit, tu vas faire le tour du Mans et tout, tu vas devoir, on va appeler des super grands mécaniciens et tout, qui sont des experts de la mécanique pour booster la voiture. Et donc, ça va se jouer déjà sur le gabarit. Le gabarit, on commence tout de suite par là. GH, OK, hormone de croissance. On sait que directement, on va faire ça parce que l'hormone de croissance va venir tout de suite donner du gabarit à la voiture, tout de suite pour qu'elle puisse être imposante. Ensuite, on va attaquer avec quoi, les stéroïdes. Les stéroïdes qui sont des anabolisants. OK? Quand on parle d'anabolisants, c'est le contraire de catabolisants. En gros, sur le corps humain, on a tous les jours, quand il y a deux personnes comme toi et moi, toi qui es un petit jeune de, je sais pas, une vingtaine à peine d'années, et moi qui ai un quadragénaire, il y a chez moi beaucoup plus de. Il y a des phénomènes de anabolisants qui fabriquent tout le temps des cellules et catabolisants qui détruisent des cellules. Chez toi, il y a la même chose, sauf que chez moi, le catabolisme a pris le pas sur l'anabolisme. C'est pour ça que j'ai de la barbe blanche, c'est pour ça que mes cellules commencent à, à se construire moins rapidement et que je récupère moins rapidement. Et donc, on va prendre des stéroïdes et des stéroïdes et anabolisants pour pouvoir récupérer plus facilement, pour pouvoir euh, 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 faire grandir plus rapidement et plus massivement le muscle et tout. Voilà un peu ce vers quoi on va. Et puis l'autre phase, la phase d'après, notamment pour les sports de combat, ça va être l'OPE. C'est tout ce qui peut aller vers quelque chose de rajouter, de fabriquer. En tout cas, il y a un OPE naturel dans le corps sur la moelle osseuse qui va développer de l'oxygène pour le sang, l'oxygène qui circule dans le sang pour apporter à l'usine à gaz de la ventilation, un moyen de pouvoir avoir un peu plus de ce qu'on appelle le cardio. Et en gros, en injectant de l'OPE pas naturel, on va
booster cette fabrication de globules rouges qui va booster l'oxygène dans le sang. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, on sait que cette Twingo continue à gonfler comme ça petit à petit. Et puis, on sait qu'au final, pour le cerveau, pour que le chauffeur puisse ne pas dormir pendant 24 heures du Mans, bah, on va lui ajouter une série en fait de petits produits qui sont ce qu'on appelle les narcotiques ou tout ce qui est stimulant comme cocaïne, héroïne, THC, amphétamine, tous ces petits produits-là qui vont apporter un boost. Et puis on sait qu'éventuellement, pour des personnes qui font des sports particuliers, on va rajouter ce qu'on appelle les bêta-bloquants. Ce sont les espèces de dopants en fait qui vont permettre d'être serein, d'être calme. Par exemple, le sport sous-marin, pour pouvoir faire de la plongée sous-marine, il faut pouvoir être calme. Et donc, il y a une liste de produits qui sont classés dopants dans certains sports. Le lancer des les fléchettes, le tir, tout ce qui nécessite la course automobile, tout ce qui nécessite de la concentration. On sait qu'il y a ces produits-là qui vont venir apporter du calme. Donc, aujourd'hui, on sait à peu près quelles sont les zones sur lesquelles on est dopé. Ensuite, il y a les produits, bien entendu, qui vont venir faire les painkillers, qui sont des tueurs de douleur, qui enlèvent l'information de nociception au cerveau. La nociception, c'est la notion de douleur. Et donc, on a des antalgiques, des analeptiques, tous ces produits-là qui vont venir réduire ça. Aujourd'hui, USADA sait comment lutter contre ça, travaille dessus, a des tests avancés dessus. Bon, qu'on ait 5 personnes qui échappent, qu'on ait certaines personnes sur lesquelles les contrôles ne sont pas justes, qu'on ait même d'autres personnes qui ont des contrôles trop sensibles et qui se retrouvent dopées alors qu'elles n'est pas dopées. On est déjà dans un travail très, très avancé où l'UFC dépense des sous pour qu'on puisse avoir un sport propre. Les gars, venez, on voit le verre à moitié plein. C'est déjà pas mal, ça. Et globalement, est-ce que toi, il y a certaines choses du point de vue de l'UFC où tu te dis, soit ce serait bien que la barre soit un petit peu relevée au niveau interdiction, ou au contraire, tu trouves que c'est très bien dans ce qui est permis et ce qui n'est pas permis à l'UFC? Parce que moi, tu vois, je parle globalement, c'est vrai que dans les sports américains, et où là, pour le coup, j'ai aucune idée un peu de ce que l'UFC permet ou ne permet pas, mais c'est vrai que tu vois, quand on regarde par exemple ce qui se passe en NFL, donc le football américain aux États-Unis, ils ont bien évidemment aussi des contrôles antidopage, mais on sait que pour enfreindre le contrôle antidopage NFL, faut quand même y aller. Et est-ce qu'à l'USADA, justement, je pense par exemple à la TRT, donc Testosterone Replacement Therapy, qui était auparavant autorisée, quand l'USADA est arrivé, ils ont dit tout de suite non. Il y a un certain nombre d'athlètes qui se sont fait, on va dire, suspendre pour ça, ou qui ont eu une longue absence. Je pense notamment à Vitor Belfort, le temps qui est cet avant-après. Est-ce que toi, globalement, non, mais c'est avéré, hein, c'est pas du tout une accusation contre Vitor Belfort. Absolument, c'est Oui. vrai, je le sais, je le sais. Non, moi, ma position est celle-ci. C'est juste l'équité. Mmh. À partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde, que la perfusion avec de l'eau soit autorisée ou pas, que la TRT soit autorisée ou pas, à partir du moment où tout le monde est à la même enseigne, moi, ça me va. Il y a D'accord. pas de souci. Ce n'est pas le grand problème. Aujourd'hui, c'est très clair. Le conseil donné à mes athlètes, tous mes athlètes de haut niveau, et plus spécifiquement ceux de l'UFC, c'est donnez-moi tout produit autre que votre alimentation que vous prenez. Le meilleur conseil de l'USADA, c'est ne prenez pas de compléments alimentaires autres que ceux avec les tampons qu'on vous a donnés. Je vais te donner je vais te transmettre ce logo-là qui peut aider certains Français qui ont besoin de faire un sport propre. C'est le logo que m'a donné Jeff Novitzky. Il est là. En gros, je vais essayer de le montrer encore. Ce logo a un certain nombre de... Là, vous Mmh. avez des logos. Tant que vous avez ce logo sur vos produits, alors vos produits sont safe. Mmh. C'est tout ce que vous avez à faire. Ne prenez aucun produit qui n'ait pas ce logo dessus. Ces logos sont des logos des agences qui ont été validés par l'AMA ou en anglais WADA, donc le nom de l'appellation de l'Agence mondiale antidopage, c'est WADA en anglais, ou l'USATA, pour dire s'il y a un logo de ce produit un logo contenu ici sur votre produit, alors votre produit est safe. S'il n'y a pas, ne le prenez pas, y compris les médicaments. Ça veut dire que moi, il n'y a pas
un athlète, notamment ceux qui sont des athlètes hors UFC, ils ne font pas trop attention à ça parce que les enjeux ne sont pas graves. Mais pour ceux qui sont à l'UFC, Cyril, il a une fièvre, il ne prend pas un antalgique, il ne prend pas une aspirine sans me montrer le paquet et l'emballage de l'aspirine. Ce n'est pas possible. Si j'ai un doute sur le produit, je fais une photo, je l'envoie à Jeff Novitzky, ça prend, montre en main, 5 minutes, j'ai une réponse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'efficacité? Montre en main, 5 minutes, j'ai une réponse me disant, oui, tu peux prendre le produit, non, tu ne peux pas le prendre. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas avoir mieux que ça comme programme antidopage. Et plus globalement, moi, ma question, c'était justement, enfin, les 2 dernières questions par rapport au dopage. C'est là, l'USADA a fait on va dire pas un énorme pas, après tout dépend de comment on se place, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'athlètes qui étaient contrôlés positifs à la marijuana. Et là, ça y est, l'USADA a dit: «À partir de maintenant, c'est terminé, on ne considère plus ça comme un produit dopant». Toi, que penses-tu de cette évolution du côté de l'USADA? Parce que c'est vrai que évidemment, le camp Nate Diaz était ravi, plein d'autres athlètes étaient ravis, mais toi, d'un point de vue d'entraîneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Honnêtement, je n'ai pas mon point de vue à donner dessus. C'est-à-dire que très sincèrement, ça n'a rien à voir. La marijuana, c'est un stimulant qui va à la limite endormir les mecs. C'est pas le produit. Voilà. Mais encore une fois de plus, je n'ai même pas mon avis à donner dessus. Les règles sont faites par des personnes qui font partie du board. Elles valident le truc et on a juste à s'aligner tous dessus. Mmh. Personnellement, je n'y ai jamais goûté. Voilà, j'ai dépassé la trentaine et je n'ai jamais touché à ne serait-ce qu'une cigarette, une véritable cigarette. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, j'ai jamais, voilà quoi, jamais de ma vie il y a eu, alors je vous parle même pas, j'ai jamais goûté à une fumette ou à l'herbe ou au marijuana, j'ai jamais goûté, mais ce n'a aucune valeur de jugement. Je ne juge personne. Mmh. J'ai mon grand frère qui fume, j'ai des amis qui boivent, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la vie normale. On n'a pas plus de valeur sous prétexte qu'on n'a pas fumé. Je n'ai pas fumé ce n'est pas par un choix quelconque, c'est juste que je n'en ai pas ressenti l'envie jusqu'à présent. Peut-être je serai un pilier de bar dans quelques années et dans quelques mois parce que j'aurai décidé de boire. Peut-être je vais devenir un grand fumeur, un reggae man bientôt. Mais en tout cas, pour le moment, je n'en ai pas eu envie. Et donc, du coup, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas ça. Ça ne me gêne pas qu'il y ait ça. Si la loi au niveau du doping, l'agence décide que c'est un produit dopant, alors on ne touche pas. Si on décide que ce n'est pas un produit dopant, alors ceux qui veulent peuvent s'en servir. C'est aussi simple que ça. Et globalement, donc par rapport au dopage, il y a des suspensions, bien évidemment. Toi, que penses-tu de cette notion où il y a certaines personnes qui sont: «Tu es contrôlé une fois, tu ne devrais plus jamais exercer le sport» ou «Tu es récidiviste, là aussi tu devrais être banni à vie». Toi, quelle est ta position par rapport à ça? Je pense que on a toujours besoin d'une deuxième chance dans la vie. Je pense que même d'une troisième des fois. Je pense que ce serait très dur de sanctionner les gens immédiatement et de ne pas leur donner une chance de revenir et de montrer patte blanche. Euh, il faut juste que les gens aient, quels que soient les domaines dans la vie, que les gens aient cette patience-là, cette faculté de se mettre dans les pieds dans les chaussures des autres, la faculté de se rendre compte que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. On est tenté souvent à juger les gens de manière très dure et on ne se met jamais à la place des autres parce que quand on voit les gens parler de dopage, on se dit, tiens, moi, ça ne peut jamais m'arriver. Je pourrais le dire puisque je suis certain que je ne l'ai jamais fait, que ça ne m'a jamais intéressé. Mais on n'en sait rien. Peut-être en vieillissant, je vais me sentir mal et que j'aurai besoin de tricher un peu et de pouvoir garder un corps de petit jeune. Peut-être, je n'en sais rien de quoi est fait l'avenir. Vous voyez ces gens, ça t'est déjà arrivé de regarder la télé et de te dire, c'est incroyable. Euh, Sarkozy est mis en examen. Et tu te dis, bon, comment on en est arrivé là? Comment un mec aussi futé, intelligent, se retrouve à être mis en examen. Enfin, comment on se fait pour que Bernard Tapie soit écroué et qu'il fasse sa prison, la vraie prison, la tôle? Parce qu'on se dit toujours, bon, il y a on se dit, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont visées pour pouvoir passer devant monsieur le juge. Et on se dit, à nous, ça ne peut jamais nous arriver. Jusqu'à ce qu'un jour ça arrive et tu dis, oh, oh.
Et c'est pour ça qu'il faut de l'empathie, il faut donner aux gens une deuxième chance, de se dire, OK, on peut avoir fait une erreur dans la vie, mais peut-être on a droit, et ça vaut pour le dopage. Moi, je suis pour qu'on puisse donner à des personnes qui ont triché la possibilité de payer leur dette à la société et de pouvoir réintégrer le sport. Bien, parfait, mon cher Fernand. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter sur ce sujet ô combien épineux du dopage? Non, vraiment pas grand-chose. Le message que je voudrais donner, c'est s'il vous plaît, quand vous ne maîtrisez pas la situation, quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les organisations notamment, c'est très dangereux de donner ce message-là, de dire tout le monde est dopé. C'est très facile. Dès que vous avez une performance qui vous dépasse, moi j'ai rêvé tout le temps d'aller à l'UFC. Je, je, j'ai je suis déçu de n'avoir pas pu faire partie de ce collectif des gens qui ont été à l'UFC. C'est quelque chose. J'étais un combattant qui aspirait au haut niveau. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas pu y être que je vais penser que tout le monde qui a été dopé. Je voudrais vraiment que les personnes prennent conscience que quand vous êtes sur des plateaux de télévision, quand vous avez des plateformes où vous pouvez vous exprimer, si vous pensez vraiment avoir vécu de l'expérience des personnes dopées avec des preuves, alors mettez ça en avant. Arrêtez de faire des médecins qui disent, tu as vu sa mâchoire, il est sûrement dopé. Tu as vu ses pieds, il est sûrement dopé. T'as vu... Non, ce sont des signes extérieurs qui sont à peine des indicateurs. Et il y a un certain nombre de faisceaux qui doivent indiquer quelque chose et ensuite on doit faire un contrôle pour tester. Si vous n'avez pas ça, évitez de dire que tout le monde est dopé, évitez de salir tout un sport. Ça a des conséquences incroyables sur les médias, sur les sponsors, même sur les athlètes qui se tuent tous les jours. Moi, je vois mes athlètes, comment ils se butent pour pouvoir s'entraîner, rester propres. Et ce serait très insultant pour eux de dire que ces mecs-là sont dopés. Est-ce que vous voyez un peu le physique de Francis? Mais Francis est monstrueux physiquement. Des personnes avec ce corps-là, à 120 kilos, sont rares. Mais Francis, enfin, de ce que je connais de Francis, il n'y a aucune chance qu'il puisse se doper. Il n'a jamais été dopé, ça ne lui ressemble pas du tout. Et juste dire, oh, tu as vu sa mâchoire, elle est devenue un peu plus large. Arrêtez de faire les petits médecins. C'est un message qui est important de comprendre que pour l'évolution de notre sport, il faut savoir apprécier ce que USADA a fait. Les Jeux olympiques, le mouvement olympique, y compris le CNOSF, devraient imiter ce que fait l'UFC en ce moment en termes de lutte antidopage. Et voilà, maintenant vous savez tout sur le programme antidopage de l'USADA et le dopage en général. Bien, maintenant on va passer aux questions. Donc chaque semaine, Fernand répond à quelques questions. Bien évidemment, on en sélectionne que quelques-unes parce qu'il répond de manière exhaustive et vous pouvez les poser en commentaire. La semaine d'après, nous y répondons. On va commencer par une première question qui, on va dire, sur un sujet qui passionne et sur lequel les gens ont énormément d'interrogations. Alors je retrouve cette question qui concerne bien évidemment l'organisation ARES. Donc la question nous a été posée par David Servo sur YouTube. Est-ce qu'Ares va se positionner ou est-ce déjà le cas comme la référence des organisations de MMA en France, en dehors de l'UFC? Et si oui, dans quel timing? Ce sera un gros sujet aussi, bien évidemment. Ares s'est déjà positionné comme étant une référence. On est d'accord, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a très peu d'organisations qui jouissent du niveau d'exposition et de communication qu'a eu Ares. Ares a été, quand vous avez toutes les semaines MMA Junkie qui poste des trucs sur vos athlètes, vous savez que vous faites partie du haut niveau. OK. Quand vous avez quand vous avez très souvent des personnes comme Ariel Awani qui sont capables de communiquer sur votre événement, alors vous pouvez dire que vous avez percé en termes d'événement. Donc, on est déjà positionné dessus comme l'un des acteurs majeurs en France, si ce n'est l'acteur majeur. Et je vous garantis que Ares arrive très bientôt avec quelque chose de meilleur, avec des trilogies, quelque chose où il y aura... Voilà, donc on arrive bientôt, on est déjà positionné comme quelque chose, enfin, vraiment, on vise l'élite. Maintenant, dans quelle temporalité, je ne vais pas me prononcer puisque je me suis déjà prononcé et ça ne s'est pas avéré exact parce que
on n'a aucune certitude avec cette pandémie. On n'a aucune certitude, même si les prochains arrêts seront à huis clos et qu'on est en train de travailler avec la préfecture pour que ce soit à huis clos et sur tout un week-end, on ne va pas. J'ai déjà dit que ça pouvait être au mois d'avril et finalement, on a vu que le timing ne nous permettait pas d'être au mois d'avril. On a repoussé. Je vais dire que on vise quelque chose pour le mois de juin, mais encore une fois de plus, je n'ai pas envie de me prononcer, pas parce que je ne veux pas donner une news, mais parce que avec les incertitudes de la COVID, vaut mieux patienter, attendre que les choses soient écrites sur du marbre pour pouvoir vous annoncer ça de manière globale. Bon, parce qu'on a beaucoup de questions sur Arès. Moi, je vais rajouter une petite couche quand même. Donc, est-ce que, donc, organisation afro-européenne, première question, est-ce que toi, l'événement, tu le vises en France? Et surtout, même si je pense que tu ne peux pas le dire, bien évidemment, est-ce que s'il y a des combattants qui étaient là sur le premier Arès, qu'on reverra sur les prochains Arès également? Ou est-ce que c'est un tout nouveau roster sur lequel tu travailles actuellement? Le ressort a été shifté un peu, dans le sens où avec les restrictions des déplacements, on va moins voir des mecs de l'Amérique du Nord, on va moins voir des mecs de l'Amérique latine, de l'Asie. On avait le monde entier, notamment les Brésiliens, on en avait une tonne. Des jeunes comme Brenos qui a percé, qui a fait un magnifique combat, le combat de la soirée avec Taylor Lapillus. Mais on n'aura plus à avec ce rapport-là. En gros, on souhaite que la carte de l'événement soit à 85% français ou que le gros roster, 85% du roster, soit 85% français ou alors franco-européen, de façon à ce qu'on n'ait plus des problèmes de restriction de voyage, qu'on ait moins d'annulations parce qu'il y a eu un problème de visa, parce qu'il y a un problème d'avion, parce qu'il y a, voilà. Et ensuite, on aura 10 ou 15% d'étrangers. Voilà, grosso modo, ce qui fait que on va retrouver certaines personnes on a un ressort de 140 athlètes en ce moment signés. On va retrouver des athlètes qui étaient déjà signés. Et puis, on va garder un peu d'exotique, mais là, essentiellement, on aura des athlètes français et franco-européens. Bien, donc affaire à suivre. Et ultime question concernant Arès, c'est plus les organisations en général, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se posent les questions, c'est pourquoi justement est si compliqué en France d'organiser des événements. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'UFC tous les week-ends. Il y a bien évidemment cette question, à mon sens, hein, mais comme je ne suis pas promoteur, contrairement à Fernand Lopez, peut-être que je fais fausse route, bien évidemment, le public n'est pas là, donc c'est vrai qu'il n'y a pas cet apport financier en termes de billetterie, et aussi, à mon avis, les deals TV sur lesquels l'UFC peut évidemment s'asseoir, dans le sens où ils ont un deal absolument richissime, extrêmement intéressant avec ESPN, et on voit au contraire que le PFL ou même le Bellator, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc est-ce que c'est ça aussi en France qui fait que on attend un petit peu là que les organisations françaises reviennent? Le véritable problème, c'est ça, c'est que finalement, les incertitudes sont multiples. La première des choses, c'est qu'on a la certitude qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'entre. Enfin, alors, l'événementiel ne réussit pas sur un modèle business de ticketing. Très peu d'organisations, à part des grosses comme le KSW qui sont arrivés à faire 60 000, 68 000 spectateurs, mais très peu d'organisations comptent sur le ticketing, y compris l'UFC. Hein. Même quand on avait le public, le ticketing donnait 1 700 000, 900 000 dollars en général. Ça permet d'amortir un peu les frais, mais ce n'est pas ça qui va faire gagner l'UFC. L'UFC s'en sort parce qu'il y a des deals de TV, notamment le deal avec ESPN qui approche le 1,5 milliard. Donc, du coup, euh, c'est plutôt vers ça, c'est plutôt ça qui ralentit les organisations. Maintenant, on a compris que c'était le digital. Vous voyez qu'il y a pas mal d'organisations qui se mettent sur des plateformes pour essayer d'avoir un système de diffusion unique. Mais voilà, la télévision paye très mal en ce moment. Il y a eu, comment dire, l'inflation avec la télévision, le football qui a explosé tout. Ensuite, il y a eu la dégringolade. Aujourd'hui, les contrats, ils sont vraiment minables avec la télévision, notamment de ce côté. Donc voilà, les organisations en France ont peu de capitaux pour pouvoir commencer à investir.
Donc, du coup, il faut déjà qu'on trouve la télévision qui s'aligne à ça et qui nous amène directement dessus. C'est compliqué. Si on n'a pas les gros fonds, c'est compliqué de s'aligner avec ce que fait l'UFC. L'UFC a un vrai capital qui lui permet de continuer à investir parce que derrière, ils récoltent les fonds et ils ont de la télévision, même si ABC fait partie de ESPN, c'est quand même tout, enfin, ils ont tout un global avec Disney qui fait que ils sont quand même pas à l'abri du besoin. Il y a la télévision et je me permets une petite parenthèse, il y a aussi les sponsors, l'apport des sponsors qui est absolument considérable. Parce que c'est vrai que l'UFC, il y avait récemment un article de The Athletic qui parlait de 100 millions de rentrées d'argent par an, 100 millions de dollars pour l'UFC, ce qui est absolument colossal. Et récemment, ils ont signé avec DraftKings, donc le premier deal majeur de l'UFC avec, on va dire, un parieur pour permettre aux gens justement de parier soit en live pour les combats ou justement quand l'UFC annonce le favori ou pas, 350 millions de dollars sur 5 ans. C'est ça. Une application, c'est super simple maintenant de pareil. Une application, tu cliques oui, non, tu valides et puis c'est bon. 350 millions sur 5 ans, c'est énorme. Maintenant, encore une fois de plus, c'est le résumé de la télévision. Il n'y aurait pas eu la télévision. Pourquoi veux-tu que DraftKings signe avec Et oui, UFC? C'est impossible. Tout se joue par la télévision. Par la télévision, il y a de la diffusion. Par la télévision, il y a du sponsoring. Par la télévision, tout, c'est la télévision. C'est pour ça qu'on est super content d'avoir cette avancée en France qui permet aujourd'hui que l'audiovisuel, que le CSA laisse légalement et proprement, clairement diffuser à 22h30 pour ceux qui sont encryptés et à 20h30 pour ceux qui sont sur le public. Donc, c'est une belle avancée. Les choses vont démarrer. Il faut laisser le temps aux télévisions de faire confiance à l'audience du MMA, mais on va y arriver. C'est-à-dire que il y a encore quelques mois, c'était fini. Le RMC, ils ont débauché, comment dire, ont viré une tonne de personnes. En fait, il y a eu beaucoup de départs de RMC parce que la chaîne fermait, parce que tout s'arrêtait, qu'on pensait que l'OMMA s'arrêtait. Et puis finalement, il y a eu ce regain qui est venu avec le test notamment du groupe M6 et tout, qui a fait 1 million d'audience et tout. Donc, les audiences remontent. On va pouvoir rééduquer. Moi, récemment, avec le dernier combat de Cyril Gann, on a vu que l'audience de RMC, ça a été boosté. Donc, on est sur la bonne voie et on va y arriver. eh bien, formidable. En tout cas, vivement le retour d'Arès. Deuxième question de Guillaume Langlais, toujours sur YouTube. Quelle relation Fernand Lopez entretient avec les autres teams d'Île-de-France ou même françaises? Euh, Personnellement, j'entretiens des relations que je vais qualifier de bonnes. Mais c'est très relatif, bonne. Parce qu'une relation n'est pas unilatérale. Une relation, c'est ce que les autres ressentent vis-à-vis de toi. Euh, il y a eu des moments de grosses guerres où il a fallu s'imposer et jouer des coudes. Moi, je suis un dernier arrivé de ce qui est du MMA et des clubs. Il y a à peine, c'est en 2012 qu'est né l'OMMA Factory qui s'appelait Crossfight. Donc, c'est tout récent et très rapidement, euh, il y a eu une grosse guerre parce qu'un nouveau qui arrive et tout et qui se présente, qui gagne la Supreme League, qui gagne la Supreme League qui était un événement organisé par Hatch, Stéphane Choufrier, le promoteur du 100% Fight, et donc qui réunissait quand même les meilleurs clubs qui faisaient des combats par équipe. Et donc très rapidement, on a commencé à s'imposer. Je ne pense pas qu'on a toujours fait les choses, qu'on ait toujours fait, que moi, mon équipe et moi, on ait toujours fait les choses correctement. Je pense qu'il y a une partie de choses qui faisait qu'il y ait de l'attention, qui est et qu'on veut garder, défendre notre terrain, que les autres collègues puissent défendre leur terrain. Et donc, il y a des collègues, il y a 3 niveaux de relations. Il y a des relations des clubs très amis avec lesquels on partage quasiment tout, où on échange des athlètes, des amis, où on échange des cours gratuits, qui m'appellent pour des stages et puis j'y vais gratuitement et tout en Ile-de-France, il y en a. Et puis, il y a des clubs qui sont plutôt dans la cordialité, avec lesquels on est dans la cordialité parce que
on se respecte, on se dit des choses mutuellement bonnes l'un envie de l'autre, que je peux parler de... Je peux être ici à Paris, je ne connais pas exactement comment ça se passe à la team de Faresiam, par exemple, mais je vais parler bien de sa team parce que je vois qu'ils sortent des gars en K1, en kickboxing qui font des choses bien. Je vais parler des teams des personnes qui sont un peu je sais pas moi, je vais parler de la team de Hatch Academy qui fait un bon boulot avec des acteurs, quelques bons acteurs du MMA français. Je vais parler de Platinum qui est voisin. Voilà, on a ça et puis on a des teams avec lesquels il y a des histoires beaucoup plus corsées avec les entraîneurs et où on garde une certaine distance. Mais voilà, aujourd'hui, j'aspire à beaucoup de paix en fait. Vous avez remarqué quand je fais des commentaires ou même sur des noms, moi, j'aime pas faire la langue de bois. La langue de bois, j'aime parler de manière à bâton rompu. Donc, quand je vais parler de d'autres teams, euh, si je dois mentionner des noms, je mentionne des noms, mais je le fais en tout cas à mon âme et conscience avec la plus grosse objectivité possible. Je parle des teams autres de la France avec la plus grosse objectivité possible. Peu importe ce que je peux avoir comme différent de visualisation, quand je vois une équipe qui fait un bon boulot, je vais apprécier ce que l'équipe fait. Quand je vois que Aldric Cassata, il va faire un bon boulot avec Manon Fiorot, alors je vais apprécier, je vais le dire, je vais parler de ce qu'il fait, je vais apprécier ce qu'ils font quand je vois, voilà, de manière très objective. Peu importe ce qu'il y a eu comme passé et tout, et c'est vers ça que j'aspire. Je suis persuadé que la concurrence, elle est très bonne, très saine pour le business. OK, le sport business, en tout cas, je pense qu'il y a de la clientèle et en tout cas des combattants pour tout le monde. Et au final, ça tourne toujours, ça tourne en boucle et tout. Et puis ça revient. On a vu des vagues d'athlètes aller à gauche, à droite. Mais ça va très vite finalement. C'est-à-dire que finalement, je suis assis là sur le MMA Factory et on a vu passer déjà des athlètes et qui tournent et qui reviennent et puis des vagues qui passent et puis on se dit bah, c'est mort, il n'y a plus rien et puis il y a de nouvelles vagues qui arrivent, qui percent et puis ça continue. Donc il y a toujours du monde pour tout le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aspire à beaucoup de paix et que bah, si je relance encore un appel, je profite de la question pour relancer un appel à tous les autres acteurs du MMA français. Voilà quoi, sérieusement, n'hésitez pas à me dire bonjour. Moi, je vous dirai bonjour. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me solliciter pour quoi que ce soit. Je me rendrai archi disponible. Je suis complètement en paix avec moi-même et j'aspire à être en paix avec des personnes avec lesquelles j'ai passé du temps sans parler. L'autre fois, voilà, vous m'avez déjà entendu en interview, vous me posez la question, alors comment, on parlait de Saladin l'autre fois, et puis moi, je fais pas semblant, je fais des drum names, et puis je dis à nos Templiers, good job, bien joué, vous avez monté un bon gars et tout, parce que c'est vrai, parce que même si j'ai eu des différends à l'époque avec un autre Templier, force est de constater qu'il a fait un très bon boulot sur ces petits Saladin et que c'est vraiment une marque de fabrique et que ce qui a fait H sur l'OMMA aujourd'hui, on a une majorité des personnes quasiment tous les grands noms qui sont à l'UFC sont passés par ces personnes-là. Et donc, il y a tout ça qu'il faut remarquer. Donc, voilà, j'aspire en tout cas à cette ambiance de paix pour que c'est ça qui nous a d'ailleurs aidé à finaliser une légalisation parce qu'au bout d'un moment, on a pu s'asseoir autour d'une table, tous les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que de plus en plus on aille vers ça. On gagne rien. On est beaucoup plus au-dessus maintenant. On est sur le niveau international où on doit montrer quelque chose de cohérent, de la cohésion pour pouvoir aller un peu plus loin. Et puis à partir du moment où il y aura aussi plusieurs organisations sportives, des événements qu'il y aura en France, je pense aussi que les athlètes des uns combattront chez les athlètes des autres. On se souvient que pour Arès, il y avait des combattants français de plus ou moins toutes les teams aussi. Donc c'est vrai que tout avance et fait que les gens sont
obligés aussi d'une part de travailler ensemble. Donc, Absolument, on est obligé. Là, aujourd'hui, Mathieu Nico organise son événement voilà. FFA Challenge. Bah, Mathieu Nico, et pourtant, c'est mon voisin le plus direct. Il est dans le 13e, je suis à Paris 12e. Ça a beau être mon professeur de MMA, mais on est en concurrence et je pourrais ne pas adhérer à lui, ne pas faire la publicité. Mais moi, j'ai demandé à ce que mon équipe de community manager publie sur les réseaux sociaux du MMA Factory toutes les informations sur l'événement, d'autant plus que j'ai 3 athlètes sur cet événement-là. Mais voilà, parce que je pense vraiment que il n'y a pas à se faire du souci. Il y a de la clientèle pour tout le monde, il y a du terrain pour tout le monde. Et puis, en réalité, perso, je me suis retiré de la politique du MMA. Et donc, du coup, je n'ai rien qui me gêne, en fait, ni aucune place à prendre, ni rien que ce soit, quoi. Voilà, il avance en paix. Fernand Lopez, bien, donc c'est la fin de King Energy, 7e épisode. On a répondu, enfin Fernand Lopez a répondu à 2 questions. N'hésitez pas à les poser pour la suite. On sait, oui, il y a énormément de questions sur Francis. Pourquoi est-ce que Fernand ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Est-ce qu'il a peur de répondre au sujet de Francis? Bien évidemment, non. C'est juste que nous sommes le 9 mars. Francis affronte Stipe Miocic le 27. Et Fernand répondra à toutes les questions lors de la semaine du combat. Avant, je ne veux pas dire que ça n'aurait pas de sens, mais on va dire que la hype serait moindre et que Fernand est là uniquement pour les grandes occasions. Donc on y répondra, vous aurez bien évidemment des réponses exhaustives, comme à chaque fois, la semaine du combat de cette UFC 260. Bien, donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces plateformes-là. Et bien évidemment, toujours disponible sur la chaîne YouTube. Place au point réclame, très attendu de Fernand Lopez pour conclure le podcast. Bah, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a une cloche là en bas. Tac, vous cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous mettez un pouce comme ça. OK, si vous pensez que c'est bien ce qu'on fait. Et si vous pensez que c'est pas bien, vous mettez un pouce comme ça et vous commentez. N'hésitez pas à aller commenter en dessous. Et puis voilà, c'est pas compliqué. C'est bien de le faire pour nous tous, pour l'écosystème, pour que le MMA évolue et tout. Allez, faites votre part du boulot. Nous, on a fait notre part du boulot. Allez, cliquez dessus et puis faites le part du boulot. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.